Le monde numérique est associé, pour ainsi dire, à un certain imaginaire qui est un peu lié à la science-fiction. Or, même si on justifie ça d'un point de vue culturel et d'un point de vue historique, il faut aussi préciser que la réalité est fort détachée de cet imaginaire et que nous vivons en réalité dans un espace numérique qui épouse complètement notre espace quotidien. Nous nous servons du numérique, de ces technologies, de ces dispositifs pour communiquer entre nous, pour nous informer, pour vivre, travailler, pour être ensemble. Le monde numérique est notre coexistence assistée par les ordinateurs et par les technologies de l'information et de la communication. Il n'est certainement pas un paradis de octets, un monde rêvé, fantasmé dans lequel nous vivons sans corps et sans matérialité. À chaque fois qu'on parle d'avenir avec le numérique, on nous raconte soit des choses extrêmement enthousiastes, soit des choses extrêmement inquiètes. Alors, enthousiaste, c'est, voilà, il va y avoir tout un ensemble de nouvelles possibilités de transformation qui sont, par exemple, de pouvoir produire autrement, travailler autrement, avoir une vie sociale plus riche, etc. Et puis, symétriquement, tout un ensemble de grandes inquiétudes, de destruction du lien social, de renfermement des gens sur eux-mêmes, de perte du contact humain. Et les deux sont vrais simultanément. On a appris aux gens, après tout, que le numérique, c'était que les usages. Que le numérique, c'était savoir se servir des choses qui existent. Savoir se servir d'un ordinateur, d'Internet et tout ça. Et ça, je pense que c'est une attitude extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, il faut le faire un peu, mais il ne faut pas le faire trop. Le fait de s'approprier intellectuellement du fonctionnement d'un objet lié à nos usages numériques nous permet de devenir maître de cet objet et de ne pas subir sa conception, ses usages, ou alors son introduction plus en général dans le lieu de travail ou dans les maisons. Tout le monde à l'école a entendu parler de mathématiques, de physique, de chimie, et en informatique, eh bien, au mieux on apprend les enfants ou les jeunes collégiens puis lycéens à se servir d'outils, souvent d'outils bureautiques ou d'outils internet maintenant, mais quasiment jamais à véritablement découvrir ces sciences, à les pratiquer, à les comprendre. Les sciences du numérique, c'est un vaste domaine qui va regrouper toutes les sciences qui se fondent au départ sur la numérisation d'une information d'un type absolument quelconque, qui peut être une image, une mesure, un son, un texte, etc. Historiquement, les deux plus anciennes sont l'informatique, qui s'intéresse aux moyens de traitement de l'information numérique, et puis les mathématiques appliquées, qui elles vont s'intéresser aux algorithmes mathématiques qui vont permettre d'agir sur le monde, de contrôler le monde, de simuler le monde, etc. La cryptographie, c'est une science qui est aussi vieille que l'écriture. C'est vraiment une science qui est à l'intersection entre l'informatique et les mathématiques. La cryptographie fait appel à des mathématiques qui sont relativement complexes. Ça peut être des outils de théorie des nombres, des outils de mathématiques discrètes, des outils de probabilité. Et ces techniques mathématiques ne sont pas toujours très faciles d'accès. Les autres sciences, petit à petit, se sont trouvées obligées et heureuses de devenir extrêmement numériques. Ça a commencé sans doute par l'astronomie. Ça a continué bien sûr par la physique qui simule de plus en plus ces expériences, en plus de les faire. Il est bien évident qu'il y a beaucoup d'expériences qu'on ne peut pas faire en astronomie et en physique. Par exemple, faire exploser une étoile. Ça ne se fait pas en labo. Et c'est assez rare et ça se voit de très loin. Mais par contre, on peut faire des simulations extrêmement précises. Il y a bien sûr la climatologie qui essaye de comprendre le climat, et comme on n'a qu'une seule expérience, on ne peut pas tellement faire d'essais. La bioinformatique est devenue quelque chose d'extrêmement important à travers le monde et qui a un potentiel tout à fait gigantesque. La médecine est devenue tout à fait informatisée et numérique aussi. La modélisation du cœur, la modélisation d'autres organes est extrêmement importante pour comprendre leur fonctionnement, comprendre les pathologies et préparer par exemple des opérations chirurgicales. Il y en a beaucoup d'autres. La botanique, maintenant, étudie la pousse des plantes, comment de leurs bourgeons naissent des feuilles, etc. Dans d'autres domaines comme les sécheresses, par exemple, où l'archéologie a des facettes numériques, où la linguistique a des facettes numériques. Bref,
Un très grand nombre de sciences aujourd'hui ont cette approche numérique. Les chercheurs en sciences numériques ont produit un certain nombre de résultats, de progrès, d'outils, donc tout simplement des machines, des langages, des compilateurs, des logiciels qu'utilisent les autres scientifiques. Donc la première raison, c'est véritablement des résultats, des progrès des sciences du numérique qui sont allés vers ces autres sciences. La deuxième raison, c'est bien entendu que les entreprises ont permis de commercialiser un certain nombre de ces innovations, qui ne sont pas restées dans les laboratoires uniquement des chercheurs en sciences numériques, mais qui ont permis de perfuser un petit peu partout dans la société et dans les autres labos des autres sciences. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'autre sens, ces autres sciences nous fournissent parfois de nouvelles problématiques, de nouvelles thématiques de recherche, et donc c'est cet aller-retour finalement qui est très riche et qui permet de faire progresser tous les aspects des sciences en général. Les sciences du numérique sont confrontées à des défis proprement scientifiques, en dehors des défis sociétaux, en dehors des défis démocratiques ou de responsabilité dont on peut parler. Que ce soit les machines, donc de nouvelles architectures, des nouveaux réseaux qui continuent toujours à progresser en fiabilité, en vitesse, c'est clairement un premier défi. On se retrouve aujourd'hui confronté à la construction et la consolidation de systèmes de plus en plus complexes, à commencer par les interactions des systèmes informatiques, du cloud et ainsi de suite. Un deuxième défi très important dont on parle beaucoup aujourd'hui, y compris dans le grand public, concerne les données. Aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de données que dans tous les siècles précédents. Comment retrouver de l'information dans ces données, qui est un problème véritablement important. Comment accorder de la crédibilité à ces données, quel type de certification, même dans un usage professionnel, on pourrait se poser ce genre de questions. On va demander de plus en plus de choses au mode de production et d'interconnexion des données, à la sémantisation, à la maîtrise des données personnelles, etc. C'est-à-dire que les requêtes vers les scientifiques dans ces champs-là ne vont pas diminuer, simplement on va à la fois leur demander d'aller plus loin dans la complexité et en même temps d'être plus accessibles. Le fait que maintenant beaucoup de données sont traitées directement de façon numérique, sont dématérialisées, c'est quelque chose qui est formidable parce que ça permet un accès très facile, une reproduction facile des données, un stockage des données de grande ampleur, mais c'est aussi, évidemment, la contrepartie, c'est aussi quelque chose qui est relativement dangereux parce que ça veut dire qu'il y a quantité de données qui sont exposées. Donc évidemment, on a besoin de sécuriser ces données pour essayer de réduire un peu cette vulnérabilité, en tout cas de la limiter autant que possible. Troisième gros ensemble de problématiques, le problème des modèles. Comment allons-nous structurer toutes ces informations? Comment allons-nous modéliser un certain nombre de problématiques pour essayer de les résoudre? Quand il va s'agir de comprendre les transformations de l'agriculture, les transformations des transports et de la route, les transformations de nos déplacements, on fait appel aujourd'hui aux modèles, on fait appel aux gens des sciences du numérique pour des choses qui ne sont pas le monde numérique au sens du monde des internautes ou des mobinautes par exemple, mais des activités tout à fait courantes et ordinaires. Le quatrième point qui est vraiment important, qui revient un peu vers les usages, qui concerne les utilisateurs. On peut développer un très bon logiciel si l'utilisateur final n'y retrouve pas ce qu'il cherche, et bien ce logiciel ne saura pas l'utiliser. Donc comment faire en sorte que les problèmes d'interface entre l'utilisateur et ces systèmes numériques soient véritablement acceptés? Ça veut dire que les sciences du numérique vont aussi devoir être des sciences qui comprennent ces interactions, non pas à l'ancienne, dans un monde où l'homme va s'adapter à la machine, où la machine va être au cœur d'une médiation entre les humains, mais d'une façon plus complète et plus élaborée de nos environnements quotidiens, d'interactions riches entre les hommes, les robots, les capteurs, etc. Les scientifiques produisent des connaissances nouvelles qui deviennent dans un certain nombre de cas des innovations, et parmi ces innovations, certaines peuvent donner lieu à des progrès. Donc une des questions qui se pose, c'est de savoir transformer ces résultats positifs des recherches en progrès pour notre société. Heureusement, on commence à se dire que l'informatique est suffisamment importante pour l'enseigner au lycée, et même plus tôt, et pour
que maintenant tout le monde a une formation en informatique comme quelque chose qui est évident, comme on sait lire, écrire, compter et manipuler un certain nombre de connaissances. L'informatique doit faire partie des connaissances de base de tout un chacun, et ça c'est quelque chose qui est important. Penser l'avenir, c'est se mettre dans un monde où, dans quelques années, probablement, les ressources naturelles, ça se passe assez différemment, la démographie, ça se passe assez différemment, et donc on va avoir besoin d'anticiper ces transformations de la société dans les travaux même des chercheurs du numérique, qui doivent pouvoir arriver à faire du mieux et non pas seulement du plus, à fabriquer plus d'appropriation et non pas plus de subis, et à rentrer dans un cadre où le numérique favorise le vivre ensemble.